Bien, alors je suppose que vous avez déjà regardé un petit peu les actes du Congrès, et vous verrez dedans que j'y ai beaucoup travaillé. Vous verrez ma contribution comprend une centaine de pages. Vous m'excuserez, je ne vais pouvoir aborder qu'une toute petite partie de ma contribution. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses à lire dedans, beaucoup de pistes, et je vous invite franchement à la lire. C'est quelque chose de très dense et de très intéressant d'une manière générale pour tout le monde, mais aussi aujourd'hui pour nous tous. Alors, tarif, on parle de quoi? Le tarif, en fait, ça vient du mot arabe tarifa. Tarifa, c'est la notification, la portée à la connaissance de. Alors, c'est quoi le tarif? C'est un tableau d'un prix. Et le tableau, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on affiche, qu'on met à l'entrée. Et donc, dans ces deux notions, au départ, déjà, il y a tout de suite la notion de la publicité, la notion de la prévisibilité, la notion de mettre à la connaissance d'eux, avant même qu'ils commandent effectivement le service qu'on va pouvoir lui rendre. Alors, que comprend le tarif en tant que tel? Ça, j'enfonce des portes ouvertes. La totalité de nos prestations. Mais la problématique de notre profession aujourd'hui, c'est que, et on l'a lu tout dernièrement encore, Frédéric Georges attirait l'attention sur le fait que le code judiciaire, la 5e partie du code judiciaire, est la partie la plus aboutie du code judiciaire. Et moi aujourd'hui, je dis quoi? Moi je dis aujourd'hui que la 5e partie, c'est-à-dire le droit d'exécution, c'est un espèce de catalogue, c'est un mode d'emploi de comment nous devons faire. Et n'importe qui aujourd'hui sait lire, peut effectivement l'appliquer. C'est une vision du 19e siècle de notre société, une vision du 19e siècle de notre profession en tant que telle, où nous avions affaire à des personnes qui n'étaient pas formées et à qui il fallait effectivement donner un mode d'emploi complet de la façon dont il fallait exécuter. Et le tarif est aujourd'hui conçu de cette manière-là. Et ne rémunère que des choses qui se retrouvent écrites. Or, notre profession aujourd'hui est essentiellement basée sur des choses en fait qui ne sont pas écrites et du coup pas tarifées. Et là pose un gros problème pour notre profession. La seule rémunération complémentaire qu'on touche avec le temps, c'est l'indexation. Alors, lorsque on nous soumet à la TVA et que donc nous avons une charge complémentaire dans le cadre de nos études, cette charge complémentaire que l'on nous a imposée ne se retrouve pas dans l'indexation. Alors que si l'on se retrouve avec des cas comme par exemple le RGPD, toutes les sociétés, d'une manière générale, ont été imposées à cette nouvelle législation. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que toute société a impacté cette charge complémentaire dans le prix de vente, qui a eu un impact sur l'index, et donc qui, par ricochet, a effectivement aussi augmenté nos honoraires. Et donc il faut être conscient que lorsqu'il y a une augmentation de charges qui nous concerne uniquement nous, l'indexation ne vient pas couvrir ces charges complémentaires, et nous serions donc tout à fait en droit de demander des augmentations de tarifs dans ce cadre-là. Le tarif est-il facultatif? Impératif d'ordre public? Je ne vais pas aller plus loin, il est bien entendu, contrairement à ce que j'ai mis, il est d'ordre public. J'ai mis impératif, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Il est d'ordre public aujourd'hui, il y a un arrêt de Cour de cassation en 1975, de telle sorte que toutes les limites de notre tarif, que ce soit par exemple de ne pas pouvoir compter plus ou compter moins, s'appliquent. Et punissable, bien entendu, puisqu'il est d'ordre public. J'ai été voir au niveau européen pour voir si un tarif était encore acceptable. Peut-être une première question à se poser, peut-on aujourd'hui, le législateur, peut-il aujourd'hui encore imposer aux huissiers de justice un tarif? Peut-il prendre des dispositions législatives à ce propos? J'ai été voir la Cour européenne des droits de l'homme, le traité européen sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement européen sur le marché public, les directives de la CEPEJ, tous arrivent à la même conclusion, c'est que oui, le législateur peut le faire. Est-il obligé de le faire?
Mais non, on voit effectivement dans certains pays où les choses, et on l'a évoqué ce matin, arrivent effectivement à une non-imposition de tarifs ou alors un tarif de base avec des possibilités, d'adaptation. Ce qui me paraissait important, c'est de regarder les recommandations qui ont été faites par la CEPEJ qui parlent de rémunération adéquate. Par rapport à quoi? Par rapport à la formation de celui qui va embrasser cette profession, par rapport à l'expérience qu'il doit acquérir, par rapport à les difficultés que la profession, effectivement, nécessite dans le cadre de l'exécution de tous les jours de nos propres missions. La deuxième chose, c'est la transparence. Tiens, on vient à la notion de notification de tarif. La transparence du tarif, elle doit être facilement accessible. Alors, le CEPEJ mentionne que la transparence, la facilité d'accéder à l'information, en quelque sorte, n'a rien à voir avec la prévisibilité, c'est encore quelque chose d'autre. Et puis, elle recommande à ce que le tarif soit effectivement obligatoire et uniforme. Le même pour tout le monde, dans ce sens-là. Et je rajouterai également contrôlé par les instances indépendantes. Donc oui, au niveau européen, d'imposer un tarif, c'est tout à fait encore acceptable. Au niveau belge, le Code de droit économique n'en parle pas. La seule base légale prévue effectivement en Belgique, c'est l'article 522, paragraphe 1 du Code judiciaire, qui donne effectivement l'obligation au roi de fixer un tarif. La question maintenant, est-ce opportun de fixer un tarif? Le métier, intrinsèquement, notre métier est lié à l'état de droit. Nous sommes en train d'exercer une mission qui nous est déléguée par l'État. Et donc, il est normal, me semble-t-il, que le législateur veille, ou plutôt ici le ministre de la Justice, veille à ce qu'un tarif soit effectivement fixé. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, le débiteur, ou même le requérant d'ailleurs, n'a pas le choix. Il doit venir chez nous. Donc, nous sommes en fait dans une position de force par rapport à lui qui nous permettrait éventuellement de fixer des tarifs prohibitifs. Et donc, il est normal que le législateur veille à ce que ce service, ce monopole, ce service public soit fait à un tarif qui soit raisonnable, acceptable, en fonction notamment de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque l'accès à la justice, le frais de citation, participe en plein à la protection des droits de l'homme. Et donc le débiteur, effectivement, lui n'a absolument pas le choix, et même l'article 1024 du Code judiciaire lui impose de payer les frais d'intervention de l'huissier de justice. Alors pour quel objectif maintenant fixer un tarif? Il y en a deux, je dirais, deux ordres. D'abord, les objectifs qui sont liés au contexte en tant que tel particulier de l'intervention de l'huissier de justice. J'ai déjà parlé d'égal accès à la justice. La prévisibilité des frais. Est-ce que c'est bien normal que quelqu'un qui introduise un procès ne sache pas combien ça va lui coûter? Au niveau, en tout cas dans une certaine mesure, au niveau de la transparence, bien entendu, de nos frais, c'est l'objectif aussi de fixer un tarif, c'est d'assurer une transparence. Éviter l'arbitraire, bien entendu, j'en ai déjà parlé, et je dirais également protéger les intérêts de toutes les parties, quelles qu'elles soient. Et puis, il y a un objectif qui est lié à notre fonction, à nous-mêmes en tant que tel. Il faut que ce tarif soit d'abord suffisant. Pourquoi? Parce que nous devons avoir des revenus qui sont suffisants pour assumer la charge qui est la nôtre, de pouvoir faire les investissements nécessaires à la bonne exécution de notre activité, de ce à quoi nous nous sommes engagés, ce pourquoi nous avons été nommés. C'est une question d'équité aussi vis-à-vis de nous et de stabilité de la profession. Si nous avons un tarif qui n'arrête pas de changer, eh bien aujourd'hui oui, je suis huissier, demain non, je ne suis plus huissier parce que ça ne me convient pas. Après-demain, oui, tout le monde fait, le tarif a été rectifié, je veux bien de nouveau être huissier de justice. Il y a un équilibre évidemment économique à atteindre, puisque par ailleurs, on nous empêche d'exercer notre profession. Et donc il faut que l'activité en tant que telle d'huissier de justice soit suffisamment rentable pour assurer notre indépendance économique, mais aussi l'indépendance tout
court de notre fonction par rapport au reste du monde judiciaire. Si cet objectif n'est pas atteint, nous sommes alors à ce moment-là dans une situation de surexposition qui va faire en sorte que les dérives vont être nombreuses. Et donc, on va être obligé de faire des concessions, c'est le mot que j'avais également utilisé. Et donc, il est important de veiller à ce que le tarif soit suffisant pour assurer effectivement la qualité de notre fonction. Quelles pourraient être les limites en tant que telles? Eh bien, les limites, elles sont connues, c'est-à-dire toutes les tâches non monopolistiques ne sont pas couvertes par le tarif, alors que dès qu'on se retrouve sur des tâches monopolistiques, eh bien, on se retrouve évidemment sur des tâches qui doivent être tarifées en tant que telles. Question maintenant de pourquoi l'adapter. Alors, j'ai été relever les différentes critiques, et je vais les passer très rapidement en revue, parce qu'avant de se dire « Ah, il faut une réforme des tarifs », si on n'écoute pas quelles sont les critiques, nous allons arriver avec des propositions qui en fait ne serviront à rien, parce qu'elles ne rempliront pas les attentes effectivement des gens d'une manière générale. Alors j'ai repris, Madame De Fossé n'est plus là, du centre d'appui, le tarif est obsolète, manque de transparence, difficilement compréhensible, opaque, ne permet pas de réel contrôle, et elle mentionne également qu'il n'est pas normal d'avoir une fiscalité lourde sur nos actes. L'Observatoire du crédit de l'endettement, abréviation difficilement compréhensible, calcul complexe, certaines catégories difficilement justifiables. L'AE parle d'un coût d'un acte unique, c'est-à-dire un commandement pour le préparer coûte 80 €, peu importe le montant de la dette en tant que telle, il coûte toujours 80 €. Pourquoi est-ce que dans certains cas, on porte en compte 30 € alors que pour d'autres, on porte 143 €? Et puis, renforcer le contrôle. Dans le dialogue de la justice, impact de la fiscalité, transparence, contrôle, strict respect avec la question de la réforme du tarif. J'ai été rechercher des propositions de loi qui étaient déposées en 2011, 2015, 2019, qui visent à l'information, la question de la lisibilité, de la transparence, et ils apportent comme solution de séparer les frais entre les deux huissiers qui interviennent, c'est qu'on le fait beaucoup, récapitulatif des frais, ce qui a été certains programmes, c'est prévu dedans, plus d'abréviation, mais par article, base de calcul, tarifs et montants à payer, donc avec une transparence, tout simplement. Et puis, c'est celui-là qui vient, comme dans un jeu de qui, la dernière proposition de loi qui nous vise les droits d'acompte et les droits de recette. Et donc, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Le fait que le tarif n'a pas été modifié depuis 1976, juste indexé, que nous avons des moyens techniques qui nous permettent de produire des actes à des coûts nettement moins chers qu'en 1976, que les montants sont bien trop importants par rapport à nos frais de gestion réels, et que donc l'objectif est d'aligner ces droits sur les frais de gestion réels. Et ma question c'est lesquels? Et sur quoi se base-t-il effectivement pour arriver comme solution à diviser en deux les droits de recette et d'acompte et de ne pas prévoir de droits d'acompte en dessous de 50 €. J'y reviendrai. Et puis nous avons l'audition en commission de la justice où effectivement ce qui en est sorti c'est obsolète, trop complexe, trop flou, double fiscalité aberrante. Et au sein de la profession, entre autres Étienne Leroy qui a longuement écrit sur la question, inadaptation aux missions actuelles, nous sommes tous bien d'accord, bon nombre de missions non tarifées et partant non rémunérées, nous sommes entièrement d'accord. Et puis, le rapport fait par notre ami Luc, inadaptation aux missions actuelles, bon nombre de missions non tarifées et partant non rémunérées. Tout ça est des choses que nous connaissons. Alors j'ai été voir l'analyse des prix de l'Observatoire des prix dans le notariat, où ils disent que la rentabilité des notaires est à 16%, des huissiers est à 14,9% et des avocats est à 14%. Permettez-moi sincèrement d'en douter. Et je pense qu'ils sont en train effectivement de travailler sur la question, et je suis, ma main coupée, persuadé que le montant sera effectivement inférieur à 14,9%. Alors pourquoi? Parce que dans le rapport, quand vous regardez par ailleurs les faillites, on voit qu'ils tiennent compte de 972 entités. Et nous savons tous ici, autour de la table,
il n'y a pas 972 entités, ce n'est pas possible, il n'y a que 260 études. Et donc, nécessairement, ils ont pris en compte également les candidats du lycée de justice, dont les sociétés, bien entendu, ont des chiffres d'affaires nettement plus faibles que les études, mais un taux de rentabilité nettement plus élevé. Et ce n'est pas une critique, c'est tout à fait normal, c'est tout simplement les candidats n'ont pas les frais de gestion des études. En fait, on est en train de comparer des pommes et des poires. Ça n'a absolument rien à voir. Et donc, ce taux de rentabilité de 14,9 est aujourd'hui, on va l'utiliser à titre théorique, mais moi je le critique, j'en suis ma main coupée que c'est trop élevé. Quelle conclusion en tirer? D'abord, il y a une question évidente, c'est la défaillance de la publicité, de la transparence, l'inadaptation des petites créances également comme deuxième point d'attache. Donc, effectivement, il y a une inadaptation du tarif par rapport au contenu de la fonction, mais ça, je n'en parlerai plus. Je vais tout de suite passer sur la question de la publicité, de transparence, clarté. Ah bon? Ok. Eh bien, on va voir, hein. Allons sur le site internet de la Chambre nationale. Vous avez effectivement un bouton, le coût de l'huissier de justice, donc c'est dessus, avec un texte, tâche officielle, dès lors que l'huissier, blablabla. Ah, c'est un peu court peut-être. Et il y a un bouton, ah oui, en dessous, tarif légal. Ok, je pousse dessus. Ah ben voilà, ah ben oui, le tarif légal. Vous savez quoi? C'est le tarif de 2021. Ça date de vendredi. Donc il y a effectivement un problème de transparence. Le tarif 2022 n'est toujours pas sur le site internet de la Chambre nationale. Et ce n'est pas une critique, tout le monde est à... Voilà, mais c'est pour vous dire que, effectivement, je pense que nous devons, en tant qu'organisme professionnel et chacun individuellement, faire preuve peut-être de plus de transparence. Autre chose, les abréviations. Alors il y a effectivement un petit bouton, il faut le voir, cliquez ici, et je clique dessus et je tombe sur la directive scannée de 1900, je ne me souviens plus, 90. C'est un document scanné, effectivement, qui contient, vous la connaissez, je ne vais pas la défiler, l'explication des forfaits, etc. Qu'est-ce que je propose à la place? Franchement, il est temps de mettre un site internet dédié aux tarifs, qui permet quoi? D'abord, une explication, poste par poste, de ce qu'est effectivement, ce qui est compris à chaque fois le poste du tarif, première chose. Et puis une explication inversée, acte par acte, c'est-à-dire vous avez reçu un acte de signification, en théorie, l'acte de signification contient tel et tel et tel poste. Mais aussi un module de calcul, c'est-à-dire avec des questions qui sont simples. Quel est le montant de votre dette? Dans quel arrondissement habitez-vous? Vous avez reçu, quel document vous avez reçu? Une signification. Combien de pages contient effectivement la signification et qui donne quoi comme résultat? Le tarif théorique effectivement de l'acte qui lui était remis. C'est déjà bien, mais c'est pas assez, parce que si effectivement le montant est différent, il faut que cette personne puisse scanner, faire une photo ou n'importe quoi, pour pouvoir envoyer à ce moment-là une copie de l'acte aux instances de la Chambre nationale qui, elle, va vérifier si effectivement c'est justifié d'avoir une différence de tarif en tant que tel. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est la transparence, c'est une première chose. La prévisibilité également, parce que depuis que nous avons ce module de calcul de quantité saisissable sur le site internet de l'Union, il est utilisé dans les études pour répondre aux débiteurs qui demandent tout simplement à la fin du mois, combien est-ce que je vais recevoir suite à la saisie arrêt que vous avez pratiquée. Donc c'est un outil aussi qui est propre, qui est à disposition de la profession et qui permettrait effectivement d'assurer nous-mêmes une visibilité, une transparence et une prévisibilité auprès de nos propres clients. Et puis surtout, il permettrait enfin un contrôle. Mais pas tout. Il faudrait, à mon sens, également avoir un affichage du tarif, une notification du tarif au niveau des guichets de toutes les études. Et on pourrait imaginer que la Chambre nationale édite un poster annuel didactique qui explique le tarif, qui fait référence au site, bien entendu, avec la possibilité, les renseignements qu'il faut, ou déposer plainte, ou faire appel à l'Ombudsman. Et ça devrait être obligatoire via un règlement. Quant au site internet des études,
eh bien, il devrait, de façon très visible, renvoyer vers le site principal, de nouveau, de façon obligatoire, via un règlement. Et en ce qui concerne les abréviations, il faut absolument un remplacement par des mots clairs, séparer les droits, les débouts, les taxes, séparer clairement les parts de chaque confrère, faire référence à l'arrêté royal de 76, plus référence des articles pour chaque poste, faire référence au site dédié, et que ce soit obligatoire via un règlement. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Et c'est pas chinois, et c'est pas impossible. Il y a aujourd'hui des études qui le font. Et ça fait depuis 2 ans que nous avons proposé aux membres de l'Union de le faire, et il y a effectivement une bonne partie des confrères qui le font. Sauf bien entendu, aucune explication derrière, c'est quelque chose qui aujourd'hui ne se retrouve pas. Ça fait preuve de transparence. Et oui, chers confrères, vous allez avoir des questions. Mais si vous vous comportez correctement et vous appliquez le tarif correctement, ce sont des questions qui ne vont pas vous déranger. Et je suis persuadé que tous les gens qui sont ici dans cette salle sont les gens qui sont prêts à le faire. Si vous avez 2 confrères, ça se présentera comme ça devient un peu plus complexe évidemment, puisqu'on sépare le premier confrère du deuxième confrère, on dit qui revient à quoi. C'est transparent, franchement il n'y a pas de problème. Non. En conclusion, la question de la transparence et de la prévisibilité, elle est 100% entre nos mains. Ce n'est juste qu'une question de volonté de la profession elle-même. Parce que même si le ministre vient nous imposer dans un bel arrêté royal une question de transparence ou d'un site internet, toujours est-il que le programme en tant que tel, plutôt le site internet en tant que tel, doit être transparent, doit bien l'expliquer. Et donc même si c'est quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, il y a toujours moyen de l'intérieur de faire boycotter les mesures qui sont prises ou qu'on essaie d'effectivement nous imposer. Et que faut-il? Très simple, développer un site internet à la Chambre nationale et établir un règlement ad hoc. Alors dans votre farde, vous avez un bulletin qui vous demande votre avis. Et donc je demande juste une chose, c'est très simple, c'est de faire une petite croix en disant tout simplement, est-ce que ça vous semble être une bonne idée, une moyennement bonne idée, pas d'avis, ou franchement, pas une bonne idée du tout. Alors j'aurai une deuxième question à vous poser après, mais donc celle-ci, c'est la première question. Alors, quand on parle de manque de transparence, il y a aussi la question du forfait. C'est amusant parce que M. le notaire a parlé exactement de la même problématique, de la forfaitisation en tant que telle. Est-ce que lorsque l'on fixe un prix de 80 € pour un acte de signification chez nos confrères français, c'est transparent? À quoi est-ce que ça correspond? De quoi est-ce composé? Est-ce effectivement, quand on vous dit, voilà, un commandement, ça coûte 80 €, oui, mais j'ai quoi pour ça? Et vous allez faire quoi? Et ainsi de suite, ça vous demande quoi comme travail, etc. Donc le fait d'avoir un forfait, pour moi, est tout à fait contre-productif pour 2 raisons. D'abord, de dire que c'est plus transparent. Non, c'est peut-être plus simple, mais c'est pas plus transparent. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est pas adapté aux petites créances. Et justement, notre tarif avec les tranches est justement social. Et le tarif de 76, à ce propos, était franchement novateur. Et donc on va essayer de couper quelque chose qui pourtant est très social. Pourquoi? Parce que si vous regardez mon petit graphique très sommairement, quand vous portez en compte des honoraires à 25 € alors que le coût moyen est à 80 €, en fait nous travaillons à perte. Et cette perte est compensée, bien entendu, par les plus grandes tranches. Et je pense que ça peut tout à fait répondre à la question du ministre qui veut que pour les gens qui sont en difficulté, effectivement, on soit moins cher. Eh bien, ces forfaits, ces gradations, travaillent tout à fait dans l'intérêt des plus petites créances. Mais il est clair qu'il y a malgré tout un problème. Et donc, c'est en fait des évoluements progressifs d'une manière générale. En fait, c'est un choix politique qui doit être posé. Et c'est à eux
d'une manière générale, à voir s'ils veulent effectivement une gradation, c'est-à-dire de porter moins en compte pour les petites créances par rapport aux grandes créances, les plus larges épaules, comme on dit souvent, qui peuvent supporter sans doute des frais plus élevés. Mais c'est un choix qu'on fait politique. C'est clair que c'est moins transparent. Ben oui, parce qu'il faut comprendre en tant que tel. En fait, c'est pas moins transparent. À partir du moment où c'est bien expliqué. Et donc, il faut... Mais c'est plus complexe. Ouais. Alors, j'ai été regarder les critiques en tant que telles sur les émoluments. Voilà. Et je vous ai mis la base de 76. Et donc, on voit par exemple les créances, on va prendre juste le A, de 0 à 124 €. Nos honoraires, à l'époque, en 76, étaient à 10,11. C'est-à-dire que ça représentait 8,09% par rapport à la créance. En 2022, où est-ce qu'on en est? 24,07, c'est-à-dire 19,26%. On a effectivement donc une augmentation sensible. Ben oui, c'est normal, via l'indexation. La difficulté, évidemment, c'est qu'il faudrait peut-être créer des classes, des plus petites classes, et de tout décaler. C'est une possibilité, c'est une piste de réflexion. Là, j'en ai mis une, créer de plus petites classes, plus progressives, dédoubler peut-être la A et la B en AB, CD, et revaloriser la classe F et supprimer les deux classes supérieures. Ça permettrait d'avoir quelque chose de moins de classes et plus progressif. Ça n'a pas été suffisamment testé dans les études pour dire que c'est une proposition qui est effectivement fiable pour le moment. En ce qui concerne les sommations avec menace, je dois juste attirer l'attention que pour l'instant, on a un seul forfait. Oui, mais il existe en fait 4 types de sommations différentes. Il y a la sommation de Lefebvre, que je trouve personnellement, j'en ai de plus en plus. Et ça demande quand même un texte assez long d'explication des tenants et aboutissants, et pourquoi on lui demande de couper sa haie, par exemple. Sommation de payer, avant procès des dépenses d'expédition, là on a sur le recouvrement viable. La sommation dans le cadre de l'exécution en tant que telle, qui est plus une sommation administrative, on va dire, et puis la sommation à des tiers, dans le cadre de l'exécution, par exemple la sommation au tiers saisi de libérer des fonds, par exemple. Et donc on se retrouve aussi avec 4 modes d'envoi différents. On a l'envoi recommandé, on a l'envoi par courrier prior et ordinaire, on a l'envoi par mail, qui se généralise quand même pas mal, et puis on a aussi tous les rappels via nouvelles technologies, Facebook, WhatsApp, etc. Et là aussi, il y a un travail à faire. Moi, je me souviens avoir interrogé la Chambre nationale sur les emails, savoir combien on pouvait. Je n'ai malheureusement jamais eu de réponse. Soit. Au niveau droit d'acompte, droit de recette, nous avons fait une étude sur les chiffres de 2019 dans cette étude. Comptabilise 119 429 paiements, soit 60... Non, je recommence. Dans cette étude, en 2019, il y a eu 171 000 à la grosse louche paiements, qui représentent 39 millions d'euros récupérés. Sur ces 171 000, il y en a 119 000 sur lesquels il y avait un droit d'acompte, c'est-à-dire qu'il n'y a que 60% des paiements qui rentrent qui génèrent effectivement un droit d'acompte. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement parce que lorsque le débiteur paie en une fois, il n'y a pas de droit d'acompte, il y a un droit de recette. Et tout le cadre du recouvrement viable, il n'y a pas de droit d'acompte, effectivement. Alors, on a été un petit peu plus loin. Figurez-vous que dans ces études, 20,91% des paiements sont inférieurs à 25 €. 54,95% se situent entre 25 et 124 €. Donc vous voyez que quasi 75% des paiements qui rentrent dans les études sont inférieurs à 125 €. Et en fait, il y a une très très grande diversité entre les études. J'ai pris les deux extrêmes. Et comment est-ce que je pourrais qualifier? Donc dans l'étude A, il y avait 84,88% des paiements qui sont inférieurs à 125 €, alors que dans l'étude de l'autre extrême, il n'y a que 46%. Donc vous voyez la proposition de loi qui vient à supprimer les droits d'acompte en dessous de 50 €. L'étude A, elle va se prendre en pleine figure. Alors que l'étude B, sans doute, est moins problématique. Alors, ça j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir, je continue. Quel est l'impact en tant que tel? Droit de recette, donc de la proposition de loi. Pour droit de recette, on le sait, moins 50%. D'accord? Droit d'acompte,
j'ai été calculé. Dans l'étude A, ça représente moins 67% de droits d'acompte encaissés. Pour l'étude B, ça représente moins 53%. Et donc, en moyenne, ça nous fait une diminution du droit d'acompte, droit de recette de moins 61%. Moins 61% du chiffre d'affaires. Je ne parle pas de la rentabilité, je parle des chiffres d'affaires. Quand on sait que le SPF Economy nous dit que notre marge bénéficiaire sur 100 est de 14 €, vous voyez où nous pouvons aller demain, c'est-à-dire tout changer de profession. Alors, on a été un petit peu plus loin et j'ai été voir du coup les droits de recette, droits d'acompte, qu'est-ce que ça représente. Je suis désolé, je l'ai dépassé, mais je pense que c'est intéressant. 1976, un droit d'acompte de 1,14, nous étions à 4,56% du montant effectivement porté en compte. Aujourd'hui, on est à 10,84. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. Seul un seul paiement. Tout un tableau, vous l'avez aussi dans l'ouvrage, donc je passe assez rapidement. Droit de recette, il n'y a que le droit de recette. Eh bien, quelqu'un qui paie 50 €, dont c'est le règlement, il paie les 13,16 de droit de recette, c'est la TVA, eh bien, il paiera 65 sur 92, c'est-à-dire qu'il paiera 132% de sa créance. Ok ? Et ça diminue assez rapidement. 132%. Somme toute, je pense que c'est encore relativement raisonnable. Voyons la même chose avec quelqu'un qui règle les 50 €, mais à coût de 5 €, c'est-à-dire 10%. Eh bien, figurez-vous qu'au lieu de payer ces 50 €, il va payer 190,56 €. Il va mettre 38 mois avant de solder son dossier et il va payer 381% de sa créance, de sa dette plutôt. Et l'on voit ici que ça descend en fait assez rapidement. Donc quelqu'un qui doit 450 € va payer 45 € par mois. Il va payer en 12 mois, un dixième, et il paiera en fait 531,80, c'est-à-dire 118%. Ce qui met en exergue que vraiment sur les petites tranches, il y a vraiment un problème. Et c'est effectivement, d'une manière générale, c'est là qui sont effectivement, en plein dans le collimateur. Donc qu'est-ce que nous avons établi? On a testé énormément de propositions différentes pour essayer d'en trouver une qui réponde à tous les objectifs en tant que tel. 1. Suppression du droit de recette. Plus de droit de recette, il est critiqué. 2. Le droit d'encaissement sur chaque paiement par période d'1 mois, ce qui veut dire qu'il y a un droit d'encaissement aussi en cas de règlement. De 9 tranches, de 6 tranches, on passe à 9 tranches de façon plus progressive. Et on réduit fortement sur les petites tranches, mais on fait un rattrapage partiel sur les tranches supérieures. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Entre 0 et 10 €, 0,50, ça représente 5,1%. Entre 10 et 20, 1,50, ça représente 7,50. Entre 20 et 29, on est à 2,25, 7,50. Entre 30 et 40, 3%, 7,50. 3 €, pardon, 7,50. Entre 40 et 80, 5,31 et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en fait, on a supprimé les tranches supérieures et qui permet en fait un rattrapage. Aujourd'hui, celui qui se retrouve sur les tranches supérieures, en fait, paie proportionnellement très peu. Et on va demander un effort à ceux qui effectivement paient plus. Il faut bien, à un moment donné, trouver ça quelque part. Je les ai comparés. Voilà ce que ça donne. Donc, notre copain qui se donne une fois, à 50 €, ben, il va payer 110%. Ben oui, lui, il aura 55,14 au lieu de 65,92. Et donc, on voit que d'une manière générale, il y a une diminution, grosso modo, qui se retrouve partout, sauf dans celles qui se retrouvent en fait au-dessus de 300 € et eux commencent à payer un petit peu plus et qui permet de récupérer effectivement la totalité ou quasi la totalité, je vais arriver sur les chiffres, de la modification. Qu'est-ce qu'on voit au niveau des acomptes? Je prends toujours mon premier qui paie 50 € à 5 €. Eh bien, il ne va plus que payer 57,32 au lieu de 190,56, c'est-à-dire qu'il sera à 114% de sa créance, malgré le fait qu'il aura payé effectivement
en dimensionnalité. Et donc c'est un effort conséquent qui est fait et qui est récupéré en fait sur les tranches supérieures et qui, elles, avec quelques euros, permettent en fait de rattraper la totalité de ce qu'on perd de l'autre côté. J'ai été reprendre l'exemple cité par la proposition de loi que j'ai réactualisé, 250 €. Quelqu'un doit effectivement payer à coût de 10 €. Il mettra 40 mois pour payer. Il aura payé 397,12, c'est-à-dire 159% de sa créance. Avec le nouveau système, on arrive à quoi? On arrive plus à 40 mais à 31 mois. Il n'a plus payé 397 € mais 306 €, et au lieu d'être à 159%, il est à 123%. Est-ce que ça a un impact au niveau de nos études? Oui, ça a un impact, effectivement. Et donc nous avons fait de façon transversale dans toutes les études, les 7 études qui s'y sont traitées. Et donc nous avons, voilà, vous avez A, c'est 94% de ces droits d'acompte, B, le nanti étant à 99,93, et le moins nanti se trouve à 89,34%. Ce qui veut dire qu'on reste dans la marge disponible théorique du SPF économique. Et c'est la deuxième question que je vous pose. Est-ce que c'est une proposition qui, effectivement, pourrait vous agacer? Alors, il y a tous les autres textes du tarif, je ne vais pas en parler. Il y a l'exemple de la citation, je veux juste dire une chose, c'est que la rémunération de l'huissier, aujourd'hui, représente entre 53 et 69%, alors que les taxes, c'est 30 à 45% face à un consommateur. Lorsqu'on est face à une entreprise, on monte jusqu'à 59% de taxes et les honoraires d'huissier de 40 à 60%. Et alors là, ça c'est très intéressant, c'est de voir au niveau du coût de la justice générale. La totalité des dépenses, quand on cite quelqu'un, pour une créance de 50 € face à une entreprise, les dépenses seront de 402,72 €. Une entreprise qui ne paie pas 50 € se retrouve, après le prononcé du jugement, avec 402,72 € de frais. 55 € pour l'huissier, 13%. 97,50 pour l'avocat, 24%. 248,69 pour l'État, 61,75%. Et ça va jusqu'où? On va prendre la tranche 40 000 €. Les honoraires de tout le monde représenteront 1 753 €. Il y a 10% pour l'huissier, 175 €. Il y a 74% pour l'avocat, excusez-moi, 1 300 €. Et il y a 15% pour l'État, 273,87 €. C'est peut-être pas le plus intéressant. Au niveau des entreprises, on peut faire le même exercice et on voit même pour les créances de 50 €, totalité des dépenses 237,43, 23% pour l'huissier, toujours les 55 €, 41% pour l'avocat, 97,50, et 35,24% pour l'État. Oui, évidemment, il n'y a pas de taxe d'enregistrement et avec une fiscalité qui est effectivement plus faible. Et donc, quand on me dit de balayer devant ma porte, je veux bien, mais je pense que d'autres professions vont devoir, pour en tout cas les créances de masse, aussi faire des efforts. Et lorsqu'on parle de la requête, et j'en terminerai là, article 700, mode d'introduction supplétif, la requête, dans beaucoup, dont le contentieux locatif, est effectivement la requête. Oui, mais ce qui est franchement, excusez-moi du terme, c'est fort dégueulasse, c'est que l'huissier, sur sa citation, va avoir une double taxation de la TVA et de l'enregistrement, alors que la requête n'est taxée que de 21% de TVA sur les honoraires de l'avocat, on s'entend bien. Mais je pense que là, il y a, ça ne m'étonnerait pas qu'on arrive à la conclusion qu'il y a en fait une discrimination fiscale en tant que telle. Je vous remercie beaucoup de votre attention et vous avez